En compagnie de Stéphane Waite. Steph, tu m'as souvent parlé du fameux calendrier des gardiens de but que vous préparez au début de l'année. Là, j'ose croire que ce calendrier-là, ça fait longtemps qu'il a pris le bord en raison des contre-performances de Samuel Montembeault et des bonnes performances de Jakub Dobeš. Est-ce qu'à ce temps-ci de Ouais. l'année, est-ce que tu recommences un nouveau calendrier jusqu'à la fin de l'année ou tu y vas semaine par semaine? Et si tu recommences un nouveau calendrier, est-ce que à partir de ce moment-ci, Dobeš, qui surtout gagne plus que Montembeault, qui a des meilleures statistiques que lui, y a-t-il un moment où tu dis, OK, là, c'est toi qui as le lead, c'est toi le gardien, jusqu'à preuve du contraire, c'est toi qui es le gardien numéro un de cette équipe-là, ou tu y vas encore en alternance selon les performances? Ben écoute, on est encore au début décembre. C'est un petit peu de bonheur pour refaire un nouveau calendrier. C'est sûr que le calendrier, qu'est-ce qu'on appelle là, dans un monde meilleur qu'on fait au début de Ouais. saison, a pris le bord. A pris le bord, ça, il n'y a aucun doute. Là, la preuve là, d'Auberche là, qui est rendu à 15 départs depuis le début de la saison, contrairement à 13 avec Sam. Donc, c'est un scénario qu'on n'avait certainement pas prévu en début de saison quand on a fait le fameux calendrier du monde parfait des gardiens de but. Et rendu là, il est un petit peu de bonheur. Moi, pour l'avoir vécu 2 fois, où notre numéro 2 est devenu petit à petit notre Ouais. numéro 1, mais ça va après les fêtes. Après les fêtes, au mois de janvier, quand tu dis, OK, là, L'échantillon est le- assez grand, là. l'échantillon, l'échantillon est assez grande qu'on est rendu mi-saison. Et puis là, c'est clairement toi qui es notre meilleur gardien de but cette saison. Mais là, on peut y aller avec un nouveau calendrier à fin de saison pour pas que notre nouveau, entre guillemets, notre nouveau numéro 1 devienne qui joue trop de matchs pour le début des séries, supposons. Donc, c'est certain que là, on va réajuster notre calendrier. Mais en ce moment, il est un petit peu de bonheur parce que je ne compte pas Sam out encore de cette fameuse course-là pour OK. redevenir ou devenir le gardien de but numéro 1 du Canadien. Les choses changent trop vite, surtout qu'un calendrier de fou comme Ouais, qu'on a avec les cette Olympiques, saison. mais oui. Exactement. Donc, pourquoi pas continuer en ce moment, pour l'instant, avec en ce moment notre meilleur Edo Bech, il joue un peu plus et puis ça peut changer très vite encore. Donc, il OK. est un peu trop de bonheur pour officiellement dire Dobech, you're the guy. Tir de barrage, Steph. S'il y en a qui ne comprenaient pas pourquoi Alexandre Texier est envoyé en tir de barrage, même si, bon, à 5 contre 5, ça demeure un joueur quand même marginal, c'est assez évident de constater que ce gars-là est des bonnes mains, ceci étant dit. Est-ce que les gardiens adverses Ouais. savent... Moi, je me souvenais vaguement que Texier avait déjà fait cette feinte-là avec les Blue Jackets. En même temps, Alexandre Texier, c'est pas Austin Matthews ou Sidney Crosby. Là. Je veux dire, il va pas en fusillade littéralement à chaque fois que l'équipe y va. Est-ce que le gardien est au courant que ce genre de joueur-là peut avoir cette feinte-là dans son bagage ou tu l'apprends quand que la rondelle est en arrière de toi? Mais en fait, qui est sûr, c'est que Hildeby, le gardien de but Ouais. des Leafs, il l'a appris. Il l'a appris avec, mais il y en a fait qui est sûr, c'est quand que j'ai vu Tessier partir en breakaway, même moi, dans mon salon, j'avais l'image de ce fameux Ouais. but-là contre Columbus. Et puis, je suis convaincu qu'un gardien de but qui fait un peu ses devoirs est au courant de ça. Sauf que la ligne est très, 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 très mince. Quand j'étais entraîneur de la Ligue nationale, est très mince de dire, bon, ben, attends-toi à cette feinte-là. Mais le problème, c'est qu'un gars comme Tessier ou tous les joueurs de la Ligue nationale vont peut-être faire cette feinte-là une fois sur 4. Ouais, c'est ça. Et les 3 autres fois, tu ne veux pas aller fou. Tu ne veux pas aller fou parce que Tessier est allé en tir de barrage avec le Canadien la semaine passée et il n'a pas fait cette feinte-là. Donc, euh, Ça peut être son la efficacité, ligne Steph, est ça fait tout très le temps. exactement. La ligne est très fine en disant à ton gardien de but, attends-toi à ça. Puis s'il ne fait pas cette fameuse feinte-là, puis qu'il se fait avoir sur un autre. Donc, Ouais. c'est pour ça que les gardiens de but n'aimaient pas ça. Et moi aussi, je suis d'accord avec ça. Je n'étais pas un fan de tout montrer les tendances des gars en tir de barrage parce que tu veux garder leurs instincts. Leurs instincts de juste réagir à ce qui se passe et non qu'est-ce qui pourrait peut-être se passer. Et la ligne est très fine. Mais c'est un. Et cette move-là, c'est drôle parce que la semaine passée, je regardais justement la fameuse fois qu'il avait faite avec Columbus. Et je me disais, oh my God, comment tu défends avec ça? Ouais. Et je me suis dit la même chose. Je me suis dit la même chose euh, samedi contre Toronto.
Je me suis dit, oh my God, c'est pas évident. C'est pas évident pour un gardien de but. Et à la fin de la ligne, là, faut que tu donnes un crédit à Tessier. Quelle Ouais. manœuvre, quelle main. Même Martin Saint-Louis a dit, même moi, j'ai pas ça dans mon coffre, en voulant dire. C'est une feinte assez spéciale. Et ça montre une fois de plus que ce joueur-là a du talent. Moi, je me souviens des flashs Ah oui. de Texier quand il était à Columbus. J'étais avec le Canadien à l'époque. Ou en début de carrière, je me disais, wow, Il y a c'est des un mains, gars ce qui a gars-là. du talent. Et il l'a démontré, mais pour un gardien de but, c'est pas difficile. Et encore une fois, tu veux te garder plus alerte sur d'autres moves qu'il peut faire. Y a-t-il une question de confiance des fois, Steph? Tu sais, comme les Canadiens, quand ils affrontaient, que ce soit les Sens, tu sais, des adversaires de division que tu vois souvent, c'est-tu un gardien qui t'a confié, par exemple, que quand c'est lui, là, quand c'est Pasternak à Boston ou quand il Ouais. part. Moi, je pars avec 2 prises parce que lui, il sait qu'il m'a à chaque fois, puis moi, je le sais qu'il m'a à chaque fois. Il doit avoir cette game mentale-là un peu aussi qui vient entrer en ligne de Oui, compte. mais je pense que c'est plus l'inverse. Oui, je pense que c'est plus l'inverse. C'est OK. plus l'attaquant qui dit c'est un mot juste de gardien de but-là. J'ai aucune idée comment le battre. Je ne sais pas quoi faire contre lui. Ouais. Et ça vient avec une prestance dans le filet, avec un calme, une patience qui fait que comment on va faire pour se battre ce gardien de but-là. Et ça, c'est important pour moi, surtout avec Carey et même Corey Crawford, de jouer cette game-là de la prestance, Ouais. avoir l'air confiant et d'être patient et de dire, gars, Tu essaye m'énerves de pas. jouer, mon gars, t'as rien contre moi, c'est impossible de me battre. Ouais. Et ça, c'est important, cet aspect mental-là du gardien de but contre l'attaquant qui vient vers toi en tir de barrage. C'est une game qui se joue entre Ouais. les deux. Et le meilleur l'emporte, puis la plupart du temps, c'est le gardien de but. Steph, on va parler de Jesper Wellstead. Les dernières fois qu'on s'est parlé, on a parlé de Spencer Knight, Yaroslav Askarov. J'ai l'impression que lui, on en entend un petit peu moins parler. Pourtant, c'est un choix de première ronde. Il est meneur dans la Ligue nationale, moyenne de buts alloués, taux d'efficacité. Il fait partie, tu sais, on en parle souvent, il n'y a pas beaucoup de choix de première ronde, les gardiens de but. Il fait partie de seulement 5 gardiens Ouais. de but actifs qui sont des choix de première ronde. Il y a Vasilevski, il y a Jake Ottinger, Spencer Knight, Askarov, je viens de le dire, et puis il y a lui. Qu'est-ce que tu connais de ce gardien-là? Puis qu'est-ce qui fait que c'est un des, sinon le meilleur gardien de la LNH, de 4 jeux blancs? On est au début du mois de décembre. Qu'est-ce qui fait que c'est un des meilleurs gardiens, en tout cas un des plus hauts depuis le début de l'année? Ben, moi, je me rappelle tellement de lui en 2019-2020. Il était repêché en 2021. Ouais. Et ces années-là, je me souviens, notre dépisteur en Europe m'avait dit qu'il me parlait de lui, qu'il avait un talent spécial. Et puis, mais quand tu es repêché en première ronde, pour toi, il y a un talent spécial. Mais ce que j'aime, premièrement, il coche toutes les cases. La première case, c'est sa grandeur. Il est exactement la moyenne des gardiens de but, ça, c'est 3. Donc ça, il coche une case. Et on voit les séquences de lui, comment que le gars est rapide. Il est rapide, un bon athlète. Ça, c'est typiquement là, aux Européens, les gardiens de but, c'est des athlètes supérieurs à la moyenne. Wallstead a ça. Et Wallstead, qu'est-ce que j'aime? C'est la façon que le Wild ont été patients avec lui, Dan. Oui. Il a passé 3 ans. 3 ans dans la Ligue américaine. Et ça, on compte même pas l'année qu'il a passé professionnel en Suède. Donc, c'est l'équivalent de 150 matchs qu'il a joué dans les mineurs si on met la Suède ensemble, où il a joué 44 matchs professionnels en Suède. Et ça, là, c'est peu importe ton talent. J'adore ça. Et on était patients. Et c'est quoi qui a permis la patience envers Wallstead? Non, ouais, C'est bon le avant fait lui. qu'on avait Gustafsson qui était là, qui jouait bien, et que tu avais un vétéran, Marc-André Fleury, qui était là. Et tout ça pour donner la chance à Wallstead de ne pas avoir de pression, de jouer des matchs dans la Ligue américaine à un jeune âge. Et ça l'a permis de se développer et éventuellement d'avoir sa place. Je trouve que le Wild a manœuvré parfaitement dans son développement. Et ça, là, c'est l'exemple à suivre pour Jacob Fowler à Laval avec nous. Mais pour revenir à Wallstead, ben, écoute, ça fait des années que moi, je le suivais, je le regardais dans la Ligue américaine, comment il allait. Il jouait beaucoup de matchs, il allait bien.
et j'adorais son évolution. Et je vais vous le dire, là, c'est pas un feu de paille. Il est là pour longtemps. 23 ans seulement. Puis comme tu l'as dit, c'est sa première saison. Il avait joué quelques matchs, là, mais c'est vraiment sa première saison complète dans la LNH. Rumeur de transaction, Steph, je suis curieux de t'entendre sur celle-là. Des rumeurs qui indiquent que Tristan Jarry pourrait s'en aller du côté d'Edmonton. Pas pour remplacer nécessairement Stuart Skinner, plus pour offrir, j'imagine, une espèce de compétition à l'interne ou un tandem de gardiens de but. Tristan Jarry, qui connaît une bonne saison, selon ses standards, connaît une excellente saison. Oui. Tu es à Edmonton, tu es coach et goaler à Edmonton, puis on te propose Tristan Jarry. Tu dis quoi? Penses-tu que c'est un gardien qui peut amener les Oilers un petit peu plus loin? Bien, un petit peu plus loin qu'ils l'ont été, ça veut dire gagner la Coupe Stanley, là, mais tu penses-tu qu'il peut aider cette organisation-là? Il pourrait enlever une certaine pression à Stuart Skinner. Il n'y a aucun doute. Un gars de 30 ans, un gars qui a quand même beaucoup de millage dans la Ligue nationale. Mais je ne le vois pas pour venir remplacer Stuart Skinner. Parce que pour moi, c'est pas, même si en ce moment, jusqu'à date, a des meilleurs chiffres que Stuart Skinner, je ne crois pas que c'est une grosse amélioration par rapport exactement. Ça veut dire, les deux ont 3 ans de différence. Skinner est encore 3 ans plus jeune. Skinner, le seul problème avec... J'amènerais Tristan Jarry à condition qu'on paye la moitié de son salaire. Oui, parce il y a que ça aussi. Les Oilers ont tout simplement pas d'espace sur lui. Et Jarry, après cette saison, il reste encore 2 ans à 5 millions, 375 000 $. Ça peut être le gros problème, à moins que Pittsburgh retienne la moitié du salaire ou quelque chose du genre. Mais ça enlèverait beaucoup de pression à Stuart Skinner, surtout que Calvin Pickard est le pire gardien de but de la Ligue nationale en ce moment au niveau des stats. La moyenne de but contre et de l'efficacité, il est de loin le pire. Et ça fait mal aux Oilers. La venue d'un Tristan Jarry pourrait faire un duo correct. Un duo où, OK, s'il y en a un qui va pas bien, mais l'autre peut faire un certain job. Donc, ça enlèverait beaucoup de pression à Stuart Skinner, aucun doute là-dessus. Mais c'est pas un gars qui va voler la place de numéro 1 à Stuart Skinner. Je crois pas que ce talent-là, je suis pas le plus grand fan de Tristan Jarry. All right. Mais en plus, Tristan Jarry a joué son junior à Edmonton. Hein? Oui, c'est vrai. A joué toute sa carrière junior à Edmonton. A joué 4 ans avec les Oil Kings. Donc, un gars qui connaît bien la ville. Les partisans, je pense qu'il y a eu des belles années là-bas. Mais tu ne vas pas le chercher parce que vous junior chez vous. Non, effectivement. Ça, c'est sûr, je le disais. Steph, je veux t'entendre sur Philippe Danault aussi. Son nom commence à circuler dans les rumeurs de transaction. Évidemment, tu l'as connu avec le Canadien. Il connaît une saison très, très, très difficile, même si c'est pas un joueur c'est un joueur qu'on reconnaît surtout avec ses missions défensives, mais il y a 5 passes en 28 matchs. Il reste une saison de contrat. Il est utilisé moins souvent aussi. 16-27 en moyenne, comparativement à 17-40 l'année passée et 18 minutes 1 l'année d'avant. Fait que visiblement, on a un petit peu moins de place pour lui à Los Angeles, surtout avec l'émergence de Quinton Byfield. Est-ce que tu penses que il pourrait en apporter encore considérablement à une équipe qui est dans le portrait des séries, surtout que sa game devient un petit peu plus importante, lui, en série contre les premiers trios adverses? Ben oui. Philippe, que j'aime, j'ai tout le temps aimé comme joueur. J'ai eu la chance d'être avec lui 6 ans avec le Canadien de Montréal. À l'époque, Phil était dans ses meilleures années, pour pas se le cacher. Avec le Canadien, était ses meilleures années. Il jouait sur un premier trio avec Gallagher et Tatar. Ont eu des belles années. A eu toute une première saison avec les Kings, mais depuis ce temps-là, sa production a chuté dramatiquement. Et c'est certain que ça vient avec le temps de glace où Quinton Byfield a pris beaucoup de temps de glace. Et bien entendu, il y avait Kopitar avant lui, donc il est devenu clairement le 3e centre de cette équipe-là. Il reste que c'est une saison avec plus d'avantages numériques. Mais il reste que de là à chuter à 0 but après 28 matchs, c'est toute une chute. Et ce côté-là, j'ai aucun doute que Philippe, à court terme, peut aider une équipe qui va avoir de la profondeur au centre, une équipe qui va faire les séries. Une équipe qui va faire les séries, Philippe peut aider cette équipe-là à cause de son expérience, son intelligence, la façon qu'il peut gagner des mises au jeu, la façon qu'il peut tuer des punitions, la façon qu'il peut jouer contre les meilleurs trios adverses, un bon 3e centre avec une bonne équipe. C'est ce que
Philippe Danault est et est encore. Et pour moi, il n'y a aucun doute qu'il, si il est sur le marché, il va y avoir une demande malgré le fait qu'offensivement, c'est très difficile pour lui, mais il peut amener tellement de choses. Et c'est un gars, un bon joueur dans la chambre aussi, un bon leader. Donc, il y a beaucoup de choses que j'aime de Philippe Danault qui ne se transmet pas en forme de statistiques. Et surtout, comme tu le dis, Dan, après cette saison, il reste seulement un an. Ouais. Un an de contrat. Donc, c'est pas le plus gros risque que ça a terre à prendre pour une équipe qui a besoin de profondeur au centre. All right, Steph, toujours un plaisir. Je te souhaite une bonne semaine. On se reparle la semaine prochaine. Merci. À la semaine prochaine. Salut. Bye-bye.